l'activité de la région. Il me semble que par là, il y a... Attention, ne parle pas trop fort, il ne faut pas que les cheminots nous repèrent et entendent ce qu'on dit. Ils transportent l'uranium et les matières radioactives dans la direction de Seversk. Les transports d'uranium ne s'arrêtent pas à Tomsk. Ils ne font que traverser la ville et se rendent à quelques kilomètres de là, dans le complexe nucléaire de Tomsk 7. Comme tous les centres atomiques russes, Tomsk 7 est une ville fermée aux étrangers. Alors c'est ça la ville secrète de Tomsk 7. Oui, on l'appelle aussi Seversk. Combien a-t-elle d'habitants? 125 000 environ. Elle est bien protégée. Oui. La ville secrète de Seversk et le complexe nucléaire sont entièrement entourés de barbelés. Et le territoire qui entoure l'usine a évidemment des protections supplémentaires. Derrière ces barrières infranchissables, l'uranium de retraitement français est enrichi, mais nous ne pourrons pas le voir. La Russie a accepté de faire ce travail depuis les années 90. L'enrichissement permet de fabriquer du nouveau combustible pour les centrales. À cette époque, le pays en faillite n'avait plus les moyens d'entretenir ses installations nucléaires ni de payer son personnel. L'État et l'industrie nucléaire avaient donc proposé aux pays étrangers d'importer leur combustible irradié. Le développement de ce commerce de déchets radioactifs et de matières nucléaires a soulevé une forte opposition. Alexandre Dev est député de la Douma de Tomsk. Quel est le pouvoir des hommes politiques par rapport à l'importation des déchets? Nous ne pouvons qu'en discuter sans prendre aucune décision. Je suis député à l'Assemblée législative locale et même pour nous, les députés, tout est couvert par le secret. Notre seule source d'information est le communiqué de presse officiel des autorités régionales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est absolument anormal et à mon avis, c'est cette situation qui est responsable en grande partie des craintes et de la méfiance de la population. Elle proteste contre la collaboration entre la Russie et la France. Car à cause de tous ces secrets, beaucoup d'habitants de Tomsk sont persuadés que la France envoie ici ses déchets radioactifs pour les enterrer. Évidemment, les habitants de Tomsk ne peuvent pas s'en réjouir. Les fonctionnaires du gouvernement et de l'industrie nucléaire doivent toucher des sommes très importantes pour l'importation de ces déchets radioactifs. Je pense que c'est une grave erreur et que la Russie ne doit pas signer de tels contrats. Depuis 1990, plusieurs centaines de tonnes d'uranium de retraitement français empruntent chaque année cette voie. Que deviennent-elles? Ça, c'est le train. Ça c'est le train, oui. C'est celle-là. Creusez un peu sur l'image. Ça c'est l'usine militaire avec les tours de refroidissement. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce qu'on cherche. Voilà le problème. Ce sont les containers d'hexafluorure d'uranium stockés sur le territoire sibérien. Et comme vous pouvez le voir, chaque point représente un container. Ils mesurent tous 10 mètres. C'est pour ça qu'on peut les voir du satellite. L'image de ces champs entiers de containers est impressionnante. Ils sont à ciel ouvert, sans protection particulière. Nous voulons avoir la confirmation qu'il s'agit bien de l'uranium et obtenir des détails sur l'activité de l'usine. Des journalistes français sont ici. Ce sont des journalistes de la télévision franco-allemande. Alexis, notre guide, essaie de convaincre des responsables et des officiels de nous rencontrer.
Bonne nouvelle, Yuri Zubkov va répondre à nos questions. Il dirige le département de la sécurité et du contrôle radiologique de la ville de Tomsk. Comme nous n'avons pas d'autorisation pour aller à Tomsk 7, nous allons vous montrer quelques photos pour que vous nous expliquiez ce que vous voyez. Oui, voici la ville de Seversk. Là, ce sont les terrains de stockage, les voilà. Et ça, c'est le lieu de stockage des containers d'hexafluorure d'uranium. C'est pas dangereux comme stockage. Il ne doit pas y avoir de danger. S'il avait fallu un toit, il l'aurait construit. Donc il n'y a pas de risque pour l'environnement ou la santé. Non, parce qu'il n'y a pas de fuite. Ces containers sont étanches. Le risque, c'est seulement qu'un avion s'écrase dessus. Dans ce cas, il y aura un nuage contaminé. Mais c'est loin des quartiers habités. Pour être franc, on a un territoire tellement immense que quelques hectares soient occupés par ces containers, moi personnellement, ça ne m'inquiète pas. Alors que devient l'uranium français une fois qu'il est arrivé ici? Ici, on le transforme. On le transvase des containers utilisés pour le transport dans des containers locaux. Ensuite, on l'enrichit en uranium 235 pour pouvoir en faire du combustible pour les centrales nucléaires. Après la transformation, ce combustible est renvoyé en France sous forme de gaz enrichi. Ça veut dire que la totalité de l'uranium qui arrive de France retourne là-bas? Non, pas du tout. 80%, même peut-être plus, je ne connais pas le chiffre exact, mais 80% environ de l'uranium appauvri reste ici. Il est stocké sur notre site. Voilà l'information que nous cherchions. La France abandonne des tonnes d'uranium appauvri au fond de la Sibérie. Il est peu radioactif, mais constitue une forme de déchet qu'il faut surveiller et conserver dans de bonnes conditions. De retour en France, nous sollicitons de nouveau EDF. Ils finissent par confirmer l'information découverte en Russie. Les tels d'uranium, c'est-à-dire la matière qui reste après enrichissement, est laissée en Sibérie et devient la propriété des Russes. Elle représente 90% de la matière. Cette nouvelle donnée change le bilan du recyclage. Lors de l'enrichissement de l'uranium, 90% de celui-ci n'est pas réutilisé. Après calcul, le retraitement des déchets ne permet donc de recycler que 10% de la matière. On est très loin des 96% annoncés par Areva, qui utilise ce chiffre pour présenter l'énergie nucléaire comme une énergie recyclable. Ce faible taux de recyclage